Bonjour Omar Slaouki. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant, militant associatif des quartiers populaires. Vous êtes à l'origine, entre autres, avec d'autres, mais de la tribune publiée la semaine dernière dans Libération, signée par une cinquantaine de premiers signataires. Vous appelez à une marche dans Paris ce dimanche contre l'islamophobie. On va y revenir, mais d'abord, hier sur France Info, Yannick Jadot, signataire de la tribune, a eu du mal à défendre la tribune et la marche de ce dimanche. Ce matin, même chose au micro de France Inter avec François Ruffin. Ce n'est pas mon truc. Le dimanche, je joue au foot. Pourtant, il a signé la tribune. Pourquoi ils veulent se détacher? Pourquoi ils semblent vouloir se détacher justement de cette initiative? D'abord, il faudrait leur poser la question à eux. Ils l'ont signé, ce qui veut dire qu'ils estiment qu'il y a une certaine cohérence aujourd'hui à se mobiliser contre l'islamophobie. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'il y a des principes de réalité qui s'imposent à tout le monde, à tout un chacun ici. Après, le fait que certains aient foot, piscine ou poney, ça les regarde. On sent bien que ça peut les gêner aux entournures. Nous, ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'on a souhaité que ce soit un cadre large, unitaire et déterminé contre l'islamophobie. Il y aura des milliers de gens qui seront au rendez-vous, peut-être pas ceux que vous avez cités, mais le fond de l'affaire, c'est qu'on sera sans doute plus de 10 000 personnes présentes ce jour-là. Qu'est-ce qui peut les gêner? Est-ce que c'est ce que dénonce le Parti Socialiste quand il dit dans son communiqué qu'il ne participera pas à la marche de ce dimanche parce qu'ils ne veulent pas être associés à certains des initiateurs de l'appel? Mais le problème du Parti Socialiste n'est pas nouveau dans cette affaire-là, et ce serait trop dommage de réduire toute la dynamique à des discussions sur ces partis en tant que tels. Surtout le Parti Socialiste, dont Manuel Valls et d'autres, Laurent Bouvet, par exemple, ont expliqué que la gauche ne pouvait pas, évidemment, se retrouver dans ce type de dynamique-là. Mais pour cause, le printemps républicain, une grande partie de la gauche a joué, évidemment, la carte de l'islamophobie pendant de longues années. Donc il y a une vraie cohérence à ce qu'ils ne viennent pas, à ce qu'ils n'appellent pas, à ce qu'ils ne signent pas. Et à vrai dire, pour nous, c'est des vraies décantations politiques nécessaires. Un autre point qui m'a surpris, en tout cas sur lequel je voulais vous interroger, sur le communiqué du Parti Socialiste, parce qu'il ajoute « Nous ne reconnaissons pas dans ces mots d'ordre de la tribune qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticides ». Quelle loi vous mettez en cause dans cette... Écoutez, on peut faire de la négation, du déni absolu, comme ils font, mais évidemment que la loi de 2004 en est une. Évidemment que de sanctuariser, par exemple, l'état d'urgence, c'est-à-dire faire en sorte que certaines populations soient visées au quotidien parce que susceptibles d'être terroristes, en est une autre du point de vue législatif institutionnel. Des lois de ce type-là, on en a plusieurs, mais aujourd'hui, il vient de sortir une enquête qui objective quand même une situation, notamment le fait que l'islamophobie est patente. Plus de 40% des gens, des musulmans, l'ont subi, et y compris parfois au détour de contrôles policiers. Ça existe pas simplement dans le cadre du logement, dans le cadre du travail, on y reviendra peut-être, mais on a aujourd'hui de manière structurelle une islamophobie qui existe, et j'ai envie de dire une islamophobie élitaire, c'est-à-dire qui viennent de ceux et celles qui gouvernent depuis la nuit des temps, aussi bien à gauche qu'à droite, et qui resservent les mêmes plats en continu, sauf que là, on est quelques-uns à penser qu'il y a un tournant qui est juste nauséabond, très dangereux pour la suite. Alors, il est où le blocage? Elle est où la gêne de Yannick Jadot, de François Ruffin, du Parti Socialiste? C'est la peur de se retrouver à manifester à côté, comme certains peuvent le dire, notamment au printemps républicain, à côté de salafistes, d'islamistes ou de je ne sais quoi? Mais là, on est dans les fantasmes les plus absolus. Aujourd'hui, ce qui est le moteur de notre mobilisation, ce sont cette société de vigilance qui a été mise en place par Macron. Ces fameux signaux faibles qu'il faut absolument détecter, nous dit-il. Ce sont toutes ces femmes qui portent un foulard, qui se font agresser continuellement lorsqu'elles attendent leurs enfants à l'école, lorsqu'elles attendent un arrêt de bus, lorsqu'elles vont faire leurs courses. Et cette islamophobie rampante. C'est ça le fond de l'affaire. Alors, bien évidemment, nous avons souhaité, nous, que ce soit une mobilisation, non pas des initiés, non pas des professionnels de la politique, mais des premiers et des premières concernés par ces discriminations. Alors oui, sans doute que ça gêne certains de se retrouver en queue de manifestation derrière des femmes et des hommes qui se disent et qui se vivent comme musulmans et musulmanes, qui portent des signes rattachés à leur propre religion. Si ça les gêne, eh bien, qu'ils ne viennent pas, il n'y a strictement aucun problème. Mais encore une fois, pour nous, on ne focalise pas là-dessus, on est très inclusif. Tous et toutes celles qui dénoncent l'islamophobie sont bienvenus dans cette dynamique-là. Un mot sur le terme, justement, islamophobie. On voit que ça dérange. Qu'est-ce vous inspire cette dénégation du terme islamophobie? Il n'y aurait pas une peur du musulman, selon les autres, selon certains. D'autres préféreraient parler de racisme anti-musulman. Pourquoi ce terme islamophobie est dénié? Nous, on le dit très clairement. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus à des délires sémantiques. Okay. Si le racisme anti-musulman, ça convient mieux à certains qu'à d'autres, qu'ils viennent dimanche 10 juin avec une pancarte non au racisme anti-musulman, c'est open bar si j'ose dire. Par contre, islamophobie, c'est quand même un terme qui aujourd'hui est passé dans le langage courant, qui est reconnu par des instances internationales. Et si ça suffisait pas, même le Robert explique ce que c'est que l'islamophobie, comme une discrimination raciste très concrètement. Donc on va pas s'amuser très longtemps. Je pense que l'homophobie, ça parle à beaucoup de gens. L'islamophobie, ça parle un peu moins à certaines personnes.
qu'ils règlent leurs problèmes sémantiques, mais en tous les cas, le danger, au-delà des mots, c'est ce que vivent aujourd'hui dans la société française ceux et celles qui sont de confession musulmane ou de culture musulmane. Certains vous accusent aussi de vouloir faire une hiérarchie dans les discriminations. Dimanche, c'est aussi une mobilisation contre le racisme, toutes les formes de racisme. Mais c'est évident qu'il y a des articulations dans tout ça. C'est évident que ceux et celles qui se mobilisent contre l'islamophobie ont en tête comme grille de lecture la lutte contre toutes les discriminations raciales, quelles qu'elles soient. C'est une évidence. Mais nous le disons dans le même temps, certaines discriminations sont invisibilisées plus que d'autres. Et pour nous, quand on fait ça, on n'est pas dans une sorte de concurrence victimaire. On dit qu'on doit mobiliser contre toutes les formes de discrimination. Et en l'occurrence, ce qu'on nous sert depuis quelques mois, quelques années en l'occurrence, ce sont les mêmes plats racistes régulièrement qu'on donne à manger au petit peuple. C'est pas méprisant quand je dis ça. Mais si on a aujourd'hui, y compris une islamophobie dans la population française, c'est parce que très haut, il y a des femmes comme Rossignol, ministre de la Famille, qui explique rien que moins que de porter un foulard, eh bien c'est comme ces Noirs qui étaient pour l'esclavagisme. Voilà des propos qui sont islamophobes, qui sont négrophobes et qui sont sexistes. Elle est au gouvernement. Finalement, comment vous expliquez ce clivage, ce conflit à gauche sur cette question-là, sur l'islamophobie, sur le racisme anti-musulman, sur la question de laïcité, parce que c'est tout ça qui est visé. On voit que la France Insoumise a signé la tribune, d'autres, l'Europe Écologie Les Verts ont signé. Plus étonnant encore, Lutte ouvrière a appelé à rejoindre la mobilisation de dimanche. Comment vous expliquez ce clivage à gauche? Alors, au-delà du clivage à gauche, la bonne nouvelle, et ce que tout le monde doit entendre, c'est que cette initiative-là, elle part des premiers, des premières concernés. C'est-à-dire de ceux qui luttent dans des associations, des collectifs contre l'islamophobie au quotidien, et parfois d'hommes et femmes qui sont particulièrement sensibles à ça. Il y a des initiateurs, on les oublie pas, dans cette fameuse tribune à Libé, il y a des initiateurs et des initiatrices. Et évidemment, il y a des collectifs contre l'islamophobie qui travaillent depuis de très nombreuses années, qui objectivisent la situation, donc ça part de cela. Et puis, sont venus en soutien, en signature à la dynamique, des organisations politiques, dont les parlementaires de la France Insoumise. Ils sont très bienvenus et nous sommes contents que ceux et celles qui se disent de gauche et qui sont à gauche se retrouvent dans cette dynamique-là. Et ils y ont toute leur place, y compris Lutte ouvrière, et c'est très bien qu'ils appellent à manifester contre l'islamophobie. Ils citent le terme d'islamophobie. De ce point de vue-là, c'est une avancée. Mais je crois que la réalité, c'est que, justement, la réalité leur a imposé un certain regard politique sur la situation. On ne peut pas pousser le déni très longtemps. Aujourd'hui, l'islamophobie est une réalité structurelle. Ça a été objectivé à plusieurs reprises dans différents champs de la société. Que des partis politiques n'ouvrent les yeux que maintenant, ils sont bienvenus. Vous dites n'ouvrent les yeux que maintenant. Ils ont une part de responsabilité aussi dans cette montée de l'islamophobie, du racisme anti. Vous savez, l'islamophobie, je fais référence au livre d'Olivier Lecourt Grand-Maison. C'est Ennemi intérieur et il parle de l'islamophobie, y compris sous la Troisième République. C'est une longue et ancienne histoire coloniale dont les ressorts se retrouvent évidemment ici, où on a, il dit lui-même, une islamophobie élitiste, où au Collège de France, dans les grandes universités, à Sciences Po, ça s'appelait pas Sciences Po à l'époque, on distillait déjà une islamophobie ambiante. Aujourd'hui, on a un schéma similaire qui rebondit. On a cette islamophobie-là qui existe et qui a traversé aussi bien le champ politique à gauche qu'à droite. Dire cela, c'est simplement rappeler, contrairement à ce qu'on croit, que le Parti socialiste ou la gauche n'est pas à l'abri de toute dérive raciste. On rappelle simplement que, à l'époque de l'affaire Dreyfus, la SFIO, les socialistes n'étaient pas au départ des Dreyfusards. Ils étaient plutôt de l'autre côté du camp, c'est-à-dire de la dynamique plutôt antisémite. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on rappelle simplement qu'il y a eu justement un passé historique, que dans les années 30, ont été montrées du doigt certaines catégories de la population, dont les Juifs en particulier. On voit ce que ça a donné. Je ne dis pas que l'histoire bégaye, qu'elle se répète à l'identique, mais on a une atmosphère absolument délétère. Et évidemment qu'il y a malgré tout des parallèles. Et aujourd'hui, cette islamophobie-là, eh bien, ça permet de faire des voix. Il faut croire que Macron a joué cette carte-là. Il faut croire qu'aussi, à gauche, certains ne veulent pas se défaire d'un électorat qu'on a rendu raciste plus que raciste de manière essentialiste. Eh bien, c'est à nous, dans le rapport de force, d'expliquer, gagner l'idéologie dominante, d'expliquer qu'on a tout à perdre dans des postures islamophobes. On a plus à partager dans nos luttes. Si on veut une société de vigilance, oui, mais alors soyons vigilants contre ceux et celles qui détiennent le CAC 40, contre ceux et celles qui détiennent l'ensemble des pouvoirs, contre ceux et celles qui, par exemple, aujourd'hui, dans la police, tirent sur un ensemble de citoyens et qui ne sont pas poursuivis. Cette société de vigilance citoyenne, nous, on la revendique, mais à l'envers de eux. C'est quoi la suite de la mobilisation, de l'initiative de ce dimanche ? D'abord, elle est extraordinaire, cette mobilisation. On tient à le dire, parce que c'est parti il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, et concrètement, tout le monde s'est retrouvé dans le texte.
on peut discuter les virgules, s'est retrouvé dans le texte et dans la dynamique. Et quand je dis tout le monde, c'est particulièrement dans les réseaux sociaux. Je veux dire la chose suivante. Pour moi, c'est le plus important. Cette manifestation du 10 novembre, ça va être un retour de dignité pour beaucoup de ceux et celles qui sont musulmans, musulmanes, ou de culture musulmane et musulmane. Parce qu'on est insulté continuellement au regard de ce que l'on est ou supposé être. Et de ce point de vue-là, c'est une atteinte, évidemment, je le dis comme ça, à notre humanité. Cette idée de pouvoir vivre à égalité de droits. Eh bien, cette manif du 10, elle est fondamentale, ne serait-ce que pour nous regarder entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est pas un nous communautaire, c'est un nous de ceux et celles qui luttent contre toutes les formes de racisme et l'islamophobie en particulier. Alors évidemment, il y a la suite du 10. On va en discuter entre nous, mais je tiens à dire quand même que des syndicats sont aussi signataires. Il y a l'UNEF, la FSU, l'UNL, enfin des syndicats étudiants. Il y a y compris des sections de la CGT qui sont dans la dynamique. Eh bien, on verra avec toutes ces structures-là, mais surtout avec ceux et celles qui sont les premiers concernés, quelle suite on va donner au 10. Mais il y aura des suites, évidemment. J'ai une dernière question, Omar Slaouti. Qu'est-ce qui vous inspire le climat politique et médiatique en ce moment où on peut s'invectiver sur Twitter, sur les plateaux de télé, une journaliste qui propose de tirer à balles réelles contre les racailles de banlieue, un président qui livre une interview à un journal d'extrême droite? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ambiance en ce moment? L'ambiance, c'est ce que je disais, elle me fait penser à des atmosphères assez nauséabondes dans l'histoire de la France. Cette fameuse France républicaine qu'on sort régulièrement, laïque, égalitaire. La réalité, c'est que certaines catégories de la population sont montrées du doigt, je pense très concrètement de manière opportuniste pour faire un maximum de voix. Et ça veut dire être prêt à sacrifier de ce point de vue-là un ensemble de valeurs qu'on met particulièrement en exergue, mais qu'on ne respecte pas du tout. Et ça se traduit par le fait notamment qu'un mec comme Zemmour, qui a été condamné 2 fois à la provocation à la haine raciale, puisse se retrouver sur des plateaux télé parce qu'il répond, soi-disant, à une demande. Sachant que la demande, évidemment, elle a été fabriquée de toutes pièces quand, à longueur des ondes journalières, on balance et on montre du doigt certaines catégories de la population, ça finit par rentrer dans la tête des gens. Et il y a un paquet de gens qui sont prêts à applaudir sur une plage lorsqu'il y a une femme qui se fait soulever parce qu'elle porte un burkini. Il y a un paquet de gens qui sont prêts à arracher des foulards. Il y en a même qui sont complètement devenus, en vérité, dans les faits, pas simplement islamophobes en théorie, en idéologie, mais dans les faits, sont capables de foutre le feu à une mosquée, de tuer des gens. C'est ça, concrètement, le débat aujourd'hui. Et à vrai dire, je vais le dire comme ça, ce sera pour moi, en tous les cas, mon mot de la fin, c'est qu'il y a une chance, le 10 novembre, à réorienter définitivement les choses. Soit on continue comme c'est parti et on va dans le mur, avec une société de plus en plus inégalitaire et une société fascisante ou proto-fascisante, avec des ruptures sur lesquelles on ne pourra plus jamais revenir. Il y a une crise de confiance majeure pour tout le monde, une crise institutionnelle. Soit on va dans le mur comme ça, soit le 10 novembre, et je le dis, c'est une chance pour tous et toutes celles qui veulent vivre une autre société, notamment une société à égalité, eh bien, c'est veut dire le 10 novembre. Même si on n'est pas complètement convaincu sur la totalité du texte, même si on n'est pas complètement convaincu avec l'ensemble des signataires, mais il y a une réaction d'ensemble qui doit se faire maintenant, c'est le 10 novembre, et à mon sens, si on rate ce rendez-vous-là, je pense qu'on a raté un rendez-vous fondamental avec l'histoire pour changer le cours des choses. Merci beaucoup, Omar Slaouti. Merci à vous.